Alors, je me présente, je suis Lionel Pagès, je suis le fondateur de la méthode ActiStress, donc je vais vous parler juste après. Moi, je suis ostéopathe de formation, je suis biochimiste et chimiste, et je suis aussi préventeur je suis expert en prévention des risques psychosociaux. Donc, j'ai tout un parcours autour du soin qui, peu à peu, m'a amené vers l'entreprise jusqu'à créer ce centre et cette méthode qui permet de désaturer nerveusement, de façon très rapide, des personnes qui sont en grande fatigue ou qui, face à un challenge particulier, ont besoin de se mettre au niveau de ce qu'elles vont devoir supporter. Et tout le thème, il est là, c'est que nous allons parler non pas de gestion du stress, mais de préparation du stress. À ma droite, Catherine, qui est l'experte RH de la structure et de la méthode, qui est anciennement DRH d'une unité opérationnelle de Bouygues. Pour ne pas la citer, c'était Bouygues Rénovation Privée. Et comme on va dire invité, Guy Lejoly, qui est DRH de l'entreprise Tate & Lyle. Plus précisément, vous avez le terme anglais, donc c'est tous les projets globaux stratégiques, de stratégie globale. Et en fait, Guy va répondre à des questions parce que nous avons travaillé il y a quelques années ensemble avec Guy, justement, sur cette question de la préparation au stress de ses équipes. C'était dans une autre vie, il y a quelques années. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? Il faut que je parle plus fort. C'est bon? Très bien, Harmonie. Alors, le déroulé, 50 minutes de conférence, peut-être un petit peu moins, 10 minutes d'intervention. On n'a pas mis de questions-réponses. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être stressé pour développer le projet, enfin le propos. Mais il y a une raison aussi, c'est que notre stand, il est juste en face, genre 15 mètres. Donc, s'il y a des questions et des réponses, c'est qu'on préfère prendre le temps de vous expliquer cela. On est 5 ou 6 sur le stand, on aura tout le temps de le faire. Donc, on prend le temps de bien exposer le sujet maintenant. On répond à vos questions après. Est-ce que ça vous va comme ça? OK. Alors, le stress en chiffres, coût social élevé, entre 1,9 milliard et 3 milliards d'euros. C'est l'évaluation du coût social. Il y a les coûts directs et les coûts cachés. Les coûts directs, c'est ce qu'on voit. Les coûts cachés, c'est toutes les conséquences que ça a à long terme sur la performance opérationnelle à la fois individuelle et collective. On a décidé de prendre le projet à la base. On ne peut pas empêcher le stress. Et puis, vouloir empêcher le stress, c'est une fumisterie. Parce que le stress, c'est partie de la vie. La question, c'est que, est-ce que l'on peut faire en sorte que la personne soit au bon endroit pour mieux vivre le stress? C'est justement cette zone d'activation du bon stress. Alors, je vais vous parler de la méthode en 2 minutes. Et à travers 3 slides, et ça, c'est la première, on va vous expliquer sur quoi repose la méthode. La méthode ActiStress, c'est une méthode de lutte rapide et utile contre le stress qui est fondée sur ce que j'appelle la recorporation active, redonner un corps à la personne. Et quand on redonne un corps à une personne, vous allez voir pourquoi, on active un bon stress qui nous permet du coup de rester au bon endroit quand on est soumis à un mauvais stress. C'est une sorte d'ajustement. Ça, c'est la méthode. Ce qui nous a fait créer cette méthode, c'est que moi qui viens du soin, je me suis rendu compte que, bien évidemment, le corps est d'abord en premier impacté par le stress. Le stress, c'est physiologique. Et toutes les pratiques de gestion du stress nous vendent plutôt l'idée que le stress, c'est psychologique et psycho-émotionnel. En fait, le stress, c'est physique, avec une répercussion psycho-émotionnelle. Et c'est là où, face au stress, on se trompe depuis trop longtemps, quand on s'appuie exclusivement sur la psychologie, le coaching ou les médicaments. Je ne suis pas en train de dire que ces pratiques ne sont pas utiles, elles sont extrêmement utiles, sauf qu'elles ne sont pas forcément mises au bon moment. L'idée, c'est en préparant le corps de la bonne façon, on permet d'activer le bon stress qui nous préserve du mauvais stress. 3 slides pour vous l'expliquer. Première slide, c'est celle-là. Nous sommes des animaux pensants. Pas des êtres pensants, nous sommes des animaux pensants. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en route ce qu'on appelle les fonctions exécutives supérieures, la cognition et la psyché, il faut d'abord être capable de bouger. Vous prenez un enfant, vous le mettez dans une chambre, vous l'empêchez de bouger, le cerveau ne peut pas se développer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le cerveau et le corps ont commencé à pouvoir se développer ensemble quand il a fallu faire quoi? Assurer sa survie d'animal. C'est parce que nous avons été stressés et que nous avons dû faire, on appelle en tant qu'être hétérotrophe, un être hétérotrophe, c'est un être qui doit chercher sa nourriture. En tant qu'animal, on a dû, pour assurer notre survie, aller chercher notre nourriture, se pencher vers l'avant, coordonner ses mouvements, réfléchir à la stratégie pour attaquer la bête plus rapidement. C'est le mouvement qui a initié la capacité cognitive et psychologique du cerveau.
on est passé d'un cerveau reptilien, d'un cerveau limbique, à un préfrontal et un cortex qui a fait de nous des animaux pensants. Le ver de terre, il a un reptilien. L'animal un peu plus évolué, il a un reptilien, un limbique et un début de cortex. Et nous avons un reptilien, un limbique et un cortex très développé qui nous permet justement de pouvoir courir en regardant le téléphone, éventuellement en écoutant la radio pour voir quel est le cours de la bourse et en croyant en Dieu. C'est notre spécificité au niveau de l'évolution. Mais au départ, nous sommes des animaux. C'était la première slide. La deuxième slide, qu'est-ce que le bon stress ? Déjà, qu'est-ce que le stress ? Le stress, c'est comment votre corps fait face à une situation qu'il n'a pas prévue, qui est difficile ou qui est complexe. Qui dit stress dit effort. Qui dit stress dit effort physique. Qui dit stress dit effort hormonal et biologique. Il y a une dérégulation biologique, il y a surtout une dérégulation de votre capacité à percevoir l'environnement. Il y a une perturbation qu'on appelle sensorimotrice. Le stress décoordonne, le stress désaligne et le stress désoriente. Et même si vous restez sur votre chaise face à un écran pendant 8 heures, ça revient à un effort physique, nerveux et biologique intense. Pour autant, il y a 2 zones de stress. Le bon stress, en vert, sérotonine haute, bonne humeur, dopamine stable, motivation, plaisir, cortisol pas trop, je sens moins les coups, je sens moins la douleur, j'ai envie d'y aller, mon corps il est spontanément mis vers l'avant. C'est le bon stress. La question c'est comment je fais pour activer régulièrement ce bon stress ? Est-ce qu'il y a des moyens de laisser les gens là et quand ils commencent à déborder, comment est-ce qu'ils font pour y revenir ? C'est justement le sens de la méthode ActiStress, de la recorporation active. Ça s'apprend. Et ça s'apprend en vous donnant la capacité de supporter l'effort physique, biologique et sensorimoteur que vous impose le stress. On doit se préparer au stress avant même de commencer à considérer qu'on doit le gérer. Quand vous avez à courir et vous voulez préparer un marathon, vous faites quoi ? Vous méditez devant vos chaussures en respirant, vous prenez vos baskets pour déjà commencer à expérimenter le fait de courir. Eh bien c'est pareil, face au stress, il faut déjà être capable d'encaisser l'effort qu'impose le stress et après on devient plus performant en gérant le stress, en méditant, en respirant. C'est l'un après l'autre. Nous sommes sur une approche plancher qui est à la base de tout ce que les pratiques de gestion du stress proposent. Le mauvais stress, c'est la surchauffe. Cortisol au taquet. Cortisol, cortisone, je ne sens plus mon corps. Je ne sais plus qui je suis. Dopamine, sérotonine, à la cave. Je ne suis pas motivé et j'ai envie de rien. Et surtout, je suis de mauvaise humeur et irritable. Mais quand je suis manager, je ne peux pas me permettre de gueuler sur tout le monde et de paraître pas motivé. Donc, je me transforme en sorte de guerrier en mode combat, au taquet. Et quand on me demande si je suis bien, qu'est-ce qu'on répond ? J'ai une patate incroyable. Mais dans ma tête, je suis fossilisé. Dans ma tête, ça tire vers l'avant et le corps lui tire vers l'arrière. Cette zone du mauvais stress, le corps est en surchauffe, il s'épuise simplement pour assurer sa survie et la tête court devant pour donner un mouvement, pour essayer de faire face. La question, c'est comment est-ce qu'on sort du mauvais stress ? Et en fait, ce qui se passe là, il y a un phénomène de décorporation passive. Ça veut dire que peu à peu, le stress commence à venir habiter votre corps. Il y a des réflexes archaïques qui sont liés à l'animal qui vous tire vers l'arrière, qui vous rétracte, qui vous empêche de bouger. Et la tête vient essayer de compenser cet état de stress qui s'installe en profondeur dans le corps. La tête est d'un côté, le corps est de l'autre, et nous sommes à l'arrêt. C'est épuisant, on perd sa concentration, on n'arrive plus à avancer, et à terme, c'est le burn-out. Comment est-ce qu'on sort de ce mauvais stress ? Il va falloir lutter contre cette décorporation passive en se recorporant activement. La décorporation passive, c'est le menhir. Si vous voulez les petits dessins, vous venez en face, on a plein de petits dessins à vous proposer. Le menhir, c'est je suis fossilisé dans mon corps parce que je suis en stress profond. Par contre, la tête, vous l'avez vu, on lui a fait un gros sourire. C'est le manager qui est au taquet. Il faut que ça avance. Le corps n'en peut plus, mais la tête, elle en veut encore. 8 managers sur 10 sont en menhir. Hein. C'est classique, ça fait partie d'Homo modernicus. C'est vendu avec le package, en fait. On serre les dents, et le soir, quand on rentre chez soi, pour se calmer, on boit des coups, parce que c'est le seul moyen de calmer un petit peu le corps. Et quand on va trop loin, on bascule de menhir à poireau. Là, on ne réfléchit plus du tout, c'est le burn-out. Ne croyez pas que ce trait d'humour est contre les gens qui sont en burn-out dans le centre qu'on a créé, justement, qui permet de remettre ces gens-là d'aplomb.
C'est des mots qu'on a utilisés, on a entendu, je réfléchis comme un poireau. En gros, je ne réfléchis plus et mon corps est dans un état végétatif. Harmonie ? Alors, ce qu'on vous propose, c'est de voir comment cette méthode, cette approche du corps qui met le corps en premier, avec sa répercussion psycho-émotionnelle et cognitive, comment cette approche peut donner vie à un parcours utile, riche et performant pour le collaborateur au sein de l'entreprise. Je laisse la parole à Catherine qui va vous expliquer les grandes étapes du parcours collaborateur. Bah oui, parce que moi, comme on vous l'a présenté, j'étais donc en DRH et clairement, je manquais d'outils en fait. Parce qu'à chaque fois que j'activais le besoin, j'étais dans la zone que vous a présenté Lionel, dans l'épuisement. Je ne savais pas du tout comment faire pour anticiper tout ça. Donc vous l'avez compris, chez ActiStress, en tout cas, leur conviction c'est qu'il faut s'occuper du stress le plus tôt possible, ne pas le laisser s'installer en tout cas. Et puis, on sait que c'est compliqué, il ne faut pas aller jusqu'à l'épuisement, hein, c'est souvent ce que je disais, ce que malheureusement je gérais. Et donc, comment faire ? C'est pour ça qu'avec Lionel, moi je lui dis, les besoins, j'aimerais les solutions, j'aimerais les avoir pour des besoins avant, préparés, et pouvoir, j'allais dire, préparer et accompagner le collaborateur face au risque du stress corporel. Alors comment ? Tout simplement en se disant qu'un collaborateur, quand il arrive chez nous, il y a un parcours qui commence à se mettre en place, hein, c'est sa trajectoire individualisée, qui démarre souvent par la fin de période d'essai. Il y a le parcours d'intégration, il va y avoir toute sa gestion de carrière et voire parfois, parce que l'entreprise pour elle c'est une étape importante, l'offboarding. Donc sur toute cette trajectoire, se poser la question du besoin pour le DRH et l'entreprise. Et là, on va avoir une solution qui va commencer à être très adaptable parce que on l'a imaginé de façon individuelle, collective, en groupe, en équipe, de façon ponctuelle, voire en suivi régulier. L'idée d'activer le bon stress, c'est vraiment de mettre le collaborateur dans une boucle d'apprentissage pour se préparer au stress. Et du côté de l'entreprise, se dire que se préparer au stress, avec cette boucle d'apprentissage, on va avoir véritablement une montée en compétences. Moi, j'ai la conviction que savoir gérer son stress ou le préparer, si on ne veut pas utiliser le mot gestion du stress, et être dans cette anticipation, c'est de la compétence. Quand vous avez un collaborateur et une équipe qui est préparée au bon stress, qui sait activer le bon stress, elle s'est restée enthousiaste, motivée face à la pression, elle s'est restée unie et elle perçoit beaucoup moins les situations dangereuses. Ça s'apprend. C'est comme quand on veut garder un rythme cardiaque constant à haute intensité, ça s'apprend. Il faut donc apprendre aux gens à savoir pratiquer cela. Ça se pratique en fait. Et le meilleur moyen pour apprendre aux gens à activer le bon stress, c'est de commencer à les stresser de la bonne façon. C'est là que ça se passe. On ne peut pas y arriver comme ça, c'est pas possible en fait. On y va, Harmonie ? Alors, on a appliqué une méthodologie particulière pour vous exposer ce parcours. Alors, les besoins, Catherine ? En fait, on s'est posé la question, comme je vous disais, du besoin. Qu'est-ce qui va se présenter ? Mais un besoin qui est à la fois couvert sur l'aspect collaborateur et sur l'aspect entreprise. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est lié à quelles sont les sources de stress qu'on rencontre, les sources de stress majeures, bien évidemment, on ne les a pas toutes listées, mais bien sûr ces stress qui vont être à chaque étape du parcours. Qu'est-ce que ça génère comme état d'esprit du collaborateur quand on est en bon et en mauvais stress ? Ça veut dire justement que à chaque fois, pour chaque étape, on va vous décrire quel est l'état d'esprit du collaborateur quand il s'est généré par le bon stress. Si je suis intéressé par un sujet, corporellement, je fais quoi ? Je fais ça ou je fais ça ? Ben voilà, on vient d'installer un réflexe d'orientation cognitive. On a envie d'y aller. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les gens vers l'avant ? Comment est-ce qu'on fait pour mettre les gens vers l'avant alors que le stress nous pousse vers l'arrière ? Eh bien, on apprend aux gens à savoir quand ils sont vers l'avant ou vers l'arrière. Personne ne parle de ça. Par contre, on nous dit qu'il faut être un vainqueur dans sa tête, alors que le corps, lui, il veut aller vers l'arrière. C'est un problème. Donc, on vous expliquait cela dans l'état d'esprit du collaborateur. Et puis, bien sûr, l'offre qui va être adaptée aux différents parcours. Donc, voilà, c'est une méthodologie toute simple, mais qui va aller du besoin aux sources, à l'état d'esprit, et je le rappelle, à l'offre. Alors, on commence par la fin de période d'essai.
Alors, la fin de période d'essai, on sait que c'est un moment important. D'ailleurs, on parle de stress du collaborateur et de l'entreprise, parce que souvent, l'entreprise, elle a besoin, en fin de période d'essai, de sécuriser ses recrutements. Ça devient de plus en plus difficile. Et notamment, on a parfois des secteurs sur lesquels il faut sécuriser des recrutements où il y a des postes fortement exposés au stress ou au conflit. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un outil qui va permettre de commencer à avoir un premier bilan du collaborateur sur son niveau de stress. Et là, le collaborateur, lui aussi, ce qui est intéressant d'un point de vue bénéfice, c'est que lui va commencer à être dans une meilleure connaissance de lui. C'est-à-dire qu'on va lui faire, grâce à ce bilan, sous forme de questionnaire, une graduation de son niveau de stress. Véritablement, c'est un outil de développement personnel. Alors, les sources de stress du collaborateur qui rentre, c'est le stress qu'il a accumulé. L'entreprise part du postulat que la personne, elle arrive vierge de stress. Chez Walt Disney, c'est possible en fait, mais pas en entreprise. Des fois, le collaborateur, il arrive avec des valises qui sont énormes en termes de stress. Comment est-ce que l'on fait pour annuler le stress du travail d'avant qui a été suivi par le collaborateur? Personne n'en parle. C'est une question. Sur des postes clés, il y a des gens, ils ont un super CV, mais ils sont cuits en fait, mais on ne le sait pas. Et dès que la pression, elle monte, la personne, elle lâche. Parce qu'en fait, elle était déjà bien cuite et le nouveau travail a juste achevé la situation. Comment est-ce qu'on évalue cela? Alors, la personne qui va réagir de la bonne façon parce qu'elle est portée par un bon stress, eh bien, elle va avoir envie de se lancer, de se projeter, d'apporter sa pierre à l'édifice. Et la personne qui vit le mauvais stress, elle va être hyper anxieuse. Elle peut du coup hyper s'investir ou au contraire être constamment en arrière parce que le corps nous tire vers l'arrière et du coup, on est toujours à reculons sur la marche de l'équipe. Et ça, c'est un véritable problème. Qu'est-ce qu'on propose pour cela? On propose, ce qu'a expliqué Catherine, le fameux questionnaire. Et un débriefing. Et un débriefing, tout à fait, j'avais oublié à chaque fois. En fait, le questionnaire, il a une particularité. Si je vous demande, est-ce que vous êtes stressé? Et que je pose la question à chacun va me donner son idée de ce qu'il appelle pour lui le stress. En fait, le stress, c'est la perception qu'on en a. Et il y a des gens, surtout chez les managers, qui sont tellement habitués à être stressés que globalement, ils se sentent toujours en forme. Pourtant, le corps, lui, il ne dit pas la même chose. Est-ce que vous croyez vraiment que quand on rentre chez soi, qu'on est stressé, on se jette sur les brocolis, par exemple? Qui se jette sur les brocolis quand il est stressé? S'il y en a un, vous venez, on cherche à en avoir un parce que les mutants, c'est toujours rare à trouver. Donc, en fait, quand on est stressé, on essaye absolument de se calmer. On essaye absolument de faire remonter la dopamine. Eh bien, notre questionnaire, il s'intéresse au comportement, pas à ce que pense la tête, au comportement de l'animal. Et là, on a une idée précise du niveau de stress de la personne. Et du coup, on peut débriefer, former les gens autour de ça pour les rendre plus sensibles à ce qui se passe vraiment, non pas dans la tête, mais dans le corps, parce que le stress parle d'abord à l'animal avant de parler à la tête. Donc c'est le questionnaire pour le débriefing. Et si donc à ce moment-là, Catherine, en entreprise, en tant que DRH, tu te rends compte qu'il y a un problème, qu'est-ce que tu peux proposer à ton collaborateur? Un diagnostic pour aller plus loin, bien sûr. Est-ce qu'on peut évaluer le degré de cuisson? Est-ce que si la personne est très cuite et qu'elle se sent cuite, est-ce qu'on peut l'évaluer? On a mis en place un diagnostic prévention stress qui évalue 43 marqueurs biologiques qui permet de voir exactement à quel niveau de stress la personne est. C'est extraordinaire ce qu'on arrive à obtenir. On sait d'où ça vient, on sait où ça en est et surtout on sait où ça va. Et on le croise avec 3 tests de personnalité, le flow, l'intelligence émotionnelle et l'énéagramme qui permet à la personne de comprendre pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. Et quand on fait les deux, la personne sait pourquoi elle en est là et qu'est-ce qui lui arrive et là où ça va. C'est super important. Ça lève tous les dénis. Ça lève le déni du manager ou du cadre dirigeant ou du dirigeant ou du collaborateur qui dit non, mais regarde tes analyses en fait. Tu ne peux pas continuer comme cela. On évalue le moteur biologique, on évalue le pilote, les neuromédiateurs, motivation, engagement, relation au plaisir et puis la bonne humeur. Et on évalue le copilote, c'est est-ce que la personne a ce qu'il faut dans son corps pour permettre aux neuromédiateurs d'être synthétisés. Vitamine B1, B6, vitamine C, ainsi de suite. Voilà, ça c'est le diagnostic. Et derrière, à partir de ce diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? On évalue une prise en main sur 1 jour, 3 jours, 5 jours ou 8 jours, où là,
on fait sortir le stress de la personne, on la recorpore activement et on calme le système nerveux. En 8 jours, sur quelqu'un de profondément attaqué par le stress, quand ça rentre dans notre cadre de fonctionnement, on remet la personne au travail parce qu'il n'y a pas d'approche plus puissante en termes de retour à la normale. L'animal sait parfaitement faire avec le stress, mais si votre système nerveux est au taquet, vous avez beau vouloir aller mieux, ça ne marche pas parce que la tête ne commande plus le corps. Nous sommes des animaux pensants. La tête contrôle le corps tant que le corps n'est pas trop stressé. Quand le corps est trop stressé, le corps prend la main sur la tête. Et vous pouvez méditer, faire du yoga, faire de la respiration, ça ne marche pas, en tout cas pas à ce moment-là. Il faut faire autre chose. C'est toute la pratique de la recorporation active. Et si vous voulez en savoir plus, le stand, on vous explique. L'intégration, Catherine. Là, on parle du parcours. On a tous dans l'entreprise développé des parcours d'intégration, soit collectifs ou individuels. L'idée là, c'est de se dire, j'intègre dans ce parcours un volet de préparation au stress, mais qu'est-ce qu'il a d'intéressant aussi? Qu'est-ce qu'on va en retirer en tant qu'entreprise, des RH, managers ou DG? C'est qu'on va faire sortir les irritants. Parce que moi, souvent, j'étais redevable du résultat de l'indicateur du stress, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a du stress? Moi, je ne sais pas le définir, et parfois même dans l'organisation très proche du collaborateur que j'intègre. Donc, dans ce parcours, enfin, dans cette démarche-là, en tout cas, et de cette préparation au stress, on va faire sortir les irritants. D'abord, ça va permettre de les corriger, justement, puisqu'ils seront identifiés. Et ça va permettre au collaborateur également d'avoir, lui, une préparation à ces pics de stress. Qu'est-ce qui me met en situation de stress? À partir du moment où on les aura identifiés, l'entreprise s'en servira pour les corriger et le collaborateur se préparer aux situations qui va le mettre un peu en feu. Du coup, l'entreprise, elle apprend quelque chose et le collaborateur, il développe une compétence. Il apprend à se préparer au stress. Mais le stress, c'est pas qu'au travail, soyons sérieux. Le stress, c'est les enfants, c'est le mari, c'est la femme, c'est ce qui se passe à la maison, c'est les parents, c'est tout ça. Donc la compétence que j'acquiers par ces formations, qu'on va voir juste derrière, eh bien, elle nous sert autant à titre professionnel qu'à titre personnel. Alors, les sources de stress, la peur du changement. C'est tout ce qui c'est va la être... perte de repère. C'est la perte de repère. Oui. On arrive, on est dans une nouvelle organisation, on change ses repères. C'est ce qui stresse le plus. Les situations qui stressent le plus, c'est quand j'apprends et quand j'apprends dans un climat de conflit. Imaginez quelqu'un qui rentre dans une équipe où c'est compliqué, avec beaucoup d'interactions, et en plus c'est tendu, catastrophe pour le système nerveux. Si le soir il ne dort pas et que le soir il boit des coups pour se calmer, ça va être vraiment l'enchaînement terrible. Donc il y a la perte ou le changement de repère, il y a la désorientation, il y a l'hyper justement dont tu parlais, disponibilité. Oui, parce qu'il y a énormément d'informations à capter, il y a toute une organisation à comprendre, et là on est très sollicité. Donc c'est un moment intense physiquement aussi. Et la peur de l'échec. Des fois quand on est dans cette période d'essai, on a peur de l'échec. Alors, si j'active le bon stress, je suis enthousiaste. J'ai envie de découvrir les projets, les collaborateurs, je suis force de proposition et surtout je m'adapte rapidement. C'est-à-dire que je suis en capacité de partir devant mais de contrôler mon déséquilibre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je suis trop fonceur et que je ne contrôle pas mon déséquilibre, je deviens hyper investi. Pour ça que durant les phases de préparation au stress au niveau du centre, on fait beaucoup chuter les gens vers l'avant. Et on regarde comment est-ce qu'ils chutent. Et selon comment une personne chute, on a une bonne idée de comment elle se comporte face à une situation qu'elle ne connaît pas. Le corps parle bien mieux que la tête. Le mauvais stress, c'est l'isolement. J'ai du mal à aller vers l'autre. C'est le conflit, c'est la critique non constructive, c'est être en dehors du mouvement, c'est se désengager. C'est tout ce qui est associé au fait de « j'ai pas envie d'y aller, je me rétracte, je m'isole ». Le corps parle pour soi. Quand on est stressé, on active un réflexe animal qui s'appelle le réflexe de protection des tendons. Réflexe de protection des tendons qui tend les muscles de la chaîne postérieure, qui fait qu'on se prépare à partir en courant. Quand on ne sait pas le régler, quand on ne sait pas le désactiver, on a envie d'aller vers l'avant par la tête, mais le corps, lui, il a envie d'aller vers l'arrière. Et vous avez des collaborateurs dans un groupe, quand ils s'installent, ça ne matche pas, parce qu'en fait, ce réflexe-là est beaucoup trop fort. Alors même que la personne a un potentiel extraordinaire. On fait quoi des gens qui ont un potentiel extraordinaire quand ils sont complètement soumis à leur stress et qui ne savent pas le débrancher? Eh bien, on perd le profil, alors que le profil est utile à l'entreprise. C'est du gâchis, en fait. Il est plus facile de débrancher le stress que de trouver le bon profil.
pour ça qu'on travaille beaucoup en recrutement maintenant. On aide les entreprises à bien recruter en désactivant le stress pour que la personne soit au bon endroit pour exprimer son potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour ça? On propose de former les gens à la préparation au stress. C'est une visio d'1 heure, 1 jour et demi de formation, une plateforme de mouvement particulier qui permettent justement de se désaturer nerveusement, et on fait une visio 1 mois après pour voir comment les choses ont été mises en place. C'est plus une transformation qu'une formation. Dès le soir même, les gens ont les clés pour pouvoir surprendre en main. C'est un outil très puissant. On va faire ce questionnaire bilan s'ils ne l'ont pas fait avant, on en a parlé tout à l'heure. On peut faire aussi un stage de corporation active d'équipe autour de la cohésion, de la mobilité. On va faire bouger les gens ensemble, on va leur faire vivre une situation de stress ensemble et on va voir comment est-ce qu'ils s'organisent face à cela en passant par le corps. Et là, il y a un feedback immédiat. Un groupe qui a peur du stress, il bouge ensemble. Et comme on le filme, il le voit. Et là, il se dit, ah ouais, en fait, on ne sait pas accueillir la nouveauté, on ne sait pas accueillir l'autre. On met les gens à un endroit où ils ne peuvent pas se mentir. Il n'y a que le corps qui permet cela. La tête, elle raconte n'importe quoi. C'est sûr. Enfin, on a un parcours manager et leadership où là, on prend les gens sur 7 mois, 3 jours au début, 1 jour par mois. Et là, on crée toutes les conditions que va vivre le manager ou le leader, comme un militaire, comme un sportif de haut niveau. Et on le met à un endroit où, quand le quotidien lui tombe dessus, c'est facile pour lui. Il est prêt physiquement, il est prêt biologiquement, il est prêt d'un point de vue sensorimoteur. Il sait faire face à l'imprévu, il a la caisse pour le faire et il a envie d'y aller. Il est testé biologiquement, on a tous les tests de personnalité, il est suivi alimentairement, il a ses compléments micronutritionnels, on le prépare comme un sportif, mais on vérifie qu'il est d'accord pour y aller et quand il sort, on vérifie qu'il va tout faire pour ne jamais revenir au mauvais endroit. Et si on va aller plus loin, d'un point de vue personnel, on revient au diagnostic prévention stress et on revient à ce stage au sein du centre pour des besoins plus particuliers. Catherine. Alors là, c'est l'étape aussi, la gestion des carrières. C'est là où on a pas mal d'événements qui sont source de stress, on le sait. Même si ce sont des moments parfois choisis, quand on parle de mobilité, qu'elle soit fonctionnelle ou géographique d'ailleurs, l'idée c'est de dire que tous ces changements, même la promotion, lorsqu'on est en phase de prendre de nouvelles responsabilités, ou voire de changer de poste ou de fonction, ça va générer ce sentiment de déstabilisation. Donc l'idée c'est ça, c'est d'accompagner l'entreprise. Moi je sais que le gros problème, enfin le gros sujet que j'avais à gérer, c'est qu'on avait des équipes projets. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent comme ça, c'est-à-dire qu'elles créent un projet entre 12-18 mois. Les équipes, tous les 12-18 mois, elles sont redistribuées. Donc ça c'est une vraie source de stress et de recherche d'efficacité, de faire travailler l'équipe très vite ensemble. Ça fait partie de la gestion des carrières également. Vous mettez ce projet en place, et vous avez l'outil qui va vous permettre de justement remettre tout le monde, j'allais dire, sur le même diapason, dans le même objectif, en stabilisant les pertes de repères, en travaillant l'agilité, parce que ça c'est très important, et l'adaptabilité. Et donc, il faut rendre les gens agiles individuellement et pour le coup, exactement, collectivement. D'où les stages de travail de groupe, où on les fait bouger ensemble, faire une situation déstabilisante. Et là, ça devient absolument passionnant parce que non seulement ils le vivent, non seulement ils le sentent, non seulement ils s'en rendent compte, mais et après, on leur permet de trouver d'autres appuis qui vont leur permettre de faire face à la situation. Et le vivre ensemble. Et derrière, c'est beaucoup plus facile au quotidien. Mais quand une personne arrive dans une équipe ou au cours de sa carrière, qu'elle change de chantier, et qu'à chaque fois, c'est tout le temps ou de projet, c'est l'animal qui rencontre l'autre animal. Et des fois, ça ne le fait pas, en fait. C'est non-verbal, en fait, ça ne le fait pas. Et on essaye de faire par la tête, on essaye de s'arranger. Mais il y a une autre façon d'aborder les situations et du coup, de faire un mix beaucoup plus rapide. Ouais, il faut que ça prenne. Alors, les sources de stress, Catherine, pour la carrière et la mobilité. C'est ce qu'on disait, c'est les pertes de repères, forcément, avec les appuis qui vont avec, on ne se connaît pas. On va peut-être intégrer une nouvelle équipe, on a un environnement géographique différent. Et ça aussi, on sait que parfois l'aspect personnel interface beaucoup dans ces moments-là. Il ne faut pas oublier que dans ce parcours, ce qu'on imagine aussi, c'est que ça va permettre la formalisation. C'est ce qu'on n'a pas toujours, on a nos process, on le sait, mais faire formaliser le ressenti du collaborateur à ce moment-là, c'est extrêmement important. Donc l'impact de l'environnement personnel, la peur de ne pas y arriver malgré tout. Et puis dans les promotions, ce qu'on a quand même identifié, ça peut être la perte ou l'excès de confiance. L'excès de confiance, trop facilement. L'excès de confiance, moi j'avais insisté pour mettre cela parce que
Je suis manager, je suis premier manager, je me sens en capacité de, mais tout ce que je fais, je le fais en force. Je passe en force dans tout ce que je fais parce que je me sens tout à fait à l'aise. On m'en parle, je ne l'entends pas. Maintenant, vous mettez ce manager au sein d'un parcours manager et vous le faites travailler en groupe et vous lui demandez de traverser des personnes qui bougent en même temps. Très rapidement, vous allez voir qu'il passe en force. Il fout un coup de pied à l'un, un coup de coude à l'autre, un coup de derrière au suivant. Il passe en force en fait. Mais d'un seul coup, il se rend compte. Alors que si on lui fait un test, et s'il est persuadé qu'il ne passe pas en force, il va vous répondre au test qu'il fait les choses très bien. Et les équipes vont souffrir. Il faut mettre les gens en situation sensorimotrice d'expérimenter ce que fait le stress sur eux. Sinon, ça reste uniquement théorique. Et nous sommes des animaux pensants. On va donc avoir l'excès, le changement de statut aussi. Est-ce que je suis capable de changer de statut? C'est un changement d'appui. Est-ce que je suis capable de vivre les nouveaux appuis? Est-ce que je suis capable d'avoir la posture qui correspond à ma nouvelle responsabilité au bon endroit, de la bonne façon? Corporellement, on peut le créer cette situation. On peut mettre les gens à un endroit qui correspond au changement de statut par des jeux autour du corps. Et l'échec est la limite de compétence. Et bien sûr, quand j'y vais trop, l'épuisement. Alors, si j'active le bon stress, eh ben, je suis enthousiaste, j'ai pas peur de l'inconnu, j'ai envie de réussir, mais pas envie de me griller pour réussir. Je m'adapte rapidement et surtout, intéressant, je suis moteur, mais je suis capable de me remettre en cause. À votre avis, quel est le mouvement qui correspond à la remise en cause? Bonne question. Eh oui, si je suis incapable de me retourner sur mes appuis, j'ai beaucoup de mal à me mettre en cause. Quelqu'un qui a la tête dans le guidon, il fonce devant, il ne se remet jamais en cause. Toutes les chaînes musculaires ont un mal fou à commencer à tourner. Ça veut donc dire que dès qu'on fait faire aux gens des retournements et qu'on leur réapprend à regarder derrière, toutes les boucles neuro-hormonales se mettent en route pour réapprendre à la personne à regarder derrière et devant. Le corps permet d'activer ou non le cerveau. Et vous obtenez beaucoup plus rapidement le résultat en lui faisant apprendre à se retourner qu'en la coachant pour qu'elle accepte de se remettre en cause. Alors si vous la faites se retourner et qu'en plus vous la coachez, ça va encore plus vite. On a préparé le stress, on l'a préparé au stress et on lui apprend à gérer le stress, l'un après l'autre. Au niveau du mauvais stress, isolement, conflit, la notion de désillusion, je pense que, et je tombe sur un truc qui est totalement différent, comment je le vis, eh bien on peut créer de la désillusion corporelle. Pareil, on peut le faire. Et du coup, on les prépare à ça. Et du coup, c'est vachement utile. Et au niveau de la promotion, rigidité, obstination, aveuglement, sentiment de ne pas être assez formé. La rigidité, c'est le menhir. Je suis sûr de moi, j'ai peur, mais je ne me le dis pas, je ne me retourne pas, je me fige et je passe en force. Un manager qui vient nous voir et qui est comme cela, ce qu'on dit à l'entreprise, c'est attention, s'il ne change pas, il n'est pas prêt et on lui dit. Parce que quand on est rigide, on ne peut pas être adaptable. Et le sentiment de ne pas être formé, c'est là où on regarde l'entreprise en disant « tu m'as promu, mais tu ne m'as pas préparé ». C'est dans les deux sens. Ouais. C'est que l'un doit accompagner l'autre et l'autre doit accompagner l'un. Exactement. Et c'est un contrat bipartite en fait. Il faut que chacun soit au rendez-vous de ce qu'il a à faire pour lui-même et pour le collaborateur. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Pareil, la fameuse formation, on y revient. On va les former à mieux vivre ce stress, on en a parlé juste avant, c'est toujours la même chose. Ce fameux questionnaire où j'en suis avec le stress, si les gens ne l'ont pas fait avant. Et on va surtout aller regarder, s'ils ont fait la formation, quel est le bilan de mesure d'imprégnation des bonnes pratiques. En fait, le stress, c'est un effort, on a dit physique, biologique et sensorimoteur. On va aller tester chacune des parties, on va donner aux gens des bonnes pratiques sensorimotrices, alimentaires, biologiques et physiques. Et on va aller voir si ces gens appliquent le truc. Ils ont une plateforme digitale de mouvement, ils ont un suivi alimentaire, ils ont un suivi diététique, ils ont des bonnes pratiques alimentaires et diététiques. Ils ont tout un ensemble de pratiques qui permet de faire baisser le fait que quand le corps est stressé, il monte dans les tours. Et au niveau physique, on leur dit ce qu'il faut faire. Quand les gens mettent ça en place, dans le mois qui suit, l'énergie, elle fait x2. C'est extrêmement facile en fait à mettre en place. Si le collaborateur est décidé, parce que l'animal sait faire. On a 3,5 milliards d'années d'évolution derrière nous. Donc en fait, on sait répondre au stress.
les fameux stages. Et là, vous voyez, on va travailler selon les métiers. Ouais. Donc, on fait des stages selon les métiers. Ouais. Et surtout, on va les orienter mobilité, cohésion ou agilité. On peut ajuster le type de stage selon le besoin. On ne propose pas les mêmes situations sensorimotrices quand on travaille la mobilité. Est-ce que je bouge ensemble? Est-ce qu'on peut bouger ensemble? À la cohésion ou à l'agilité. Pareil, un chef de projet, pour le tester, on va beaucoup lui faire travailler sur la notion de rythme. Pourquoi est-ce qu'on teste le rythme chez un chef de projet? Respect du planning. Un projet, c'est du tempo. Ouais. Si vous avez quelqu'un qui n'a aucun tempo, il vous faut un bordel monstre très rapidement. Combien parmi vous a vécu un manager ou un dirigeant qui n'a aucun tempo, qui vous dit ceci, cela, à droite, à gauche, et qui vous met la tête à l'envers, qui vous déboussole en 30 secondes? Eh bien, vous mettez quelqu'un dans une pièce, vous donnez un instrument de musique, vous faites jouer un orchestre en face, sur des mouvements tout simples. En 30 secondes, vous voyez ceux qui vous mettent le boxon ou pas. Et si le mec qui vous met le boxon, c'est un chef de projet, vous vous dites, là, il y a un gros problème. Soit on peut le récupérer, soit il est récupérable. Mais s'il est récupérable, il ne faut pas le mettre chef de projet. Personne ne parle de ça. Pourtant, dans le service, tout le monde va vous dire, je ne comprends rien à ce qu'il me raconte, il n'y a aucun tempo, il n'y a aucun cadre, et moi, depuis que je suis là, je stresse à fond parce que je ne sais jamais où ça va. Et vous l'avez tous vécu, ce truc-là. Mais on ne teste pas simplement la question du rythme et du tempo. On ne teste pas l'animal, en fait. Un chef de projet, un manager, un dirigeant, il doit être cadré, il doit créer de la sécurité, et il y a des conditions sensorimotrices qui favorisent la sécurité. Ça s'apprend, c'est de la préparation au stress dans les parcours managers ou les parcours leaders. On s'occupe de l'animal pour que l'animal puisse exprimer son potentiel. Ok, harmonie? Et bien sûr, s'il y a un besoin, si là, et ça on le voit souvent, quand les gens arrivent là, ils montent en compétences, ils partent en mobilité, ça ne se passe pas bien, là on peut aller les récupérer d'un point de vue individuel pour les remettre en selle s'ils ont envie de le faire et si l'entreprise estime qu'on a besoin de ce potentiel. Il est plus facile pour nous de remettre quelqu'un au bon endroit que de perdre un potentiel. Ça, c'est vachement important à comprendre. Ça coûte cher de perdre un potentiel. Et Guy, peut-être, vous parlera d'une situation qu'on a vécue ensemble, qui a été ma première très grosse situation en entreprise, où j'ai reçu un appel de son patron un 14 juin en 2014, où on m'a dit, en fait, il y a un collaborateur qui est arrivé dans l'entreprise, on en parlera, et il ne nous reconnaît plus. Et on était le 14 juin, ils partent en vacances le 13 juillet, et le 1er septembre, l'entreprise se réorganisait complètement, et cette personne, elle avait la moitié de la France, et ça sous sa direction, c'était des centaines de millions d'euros en termes de challenge. Comment est-ce qu'on fait pour que cette personne, on la remette d'aplomb au bon endroit, pour qu'elle tienne le business, en fait? Eh bien, on l'a fait, et Guy vous en parlera. Alors, bien-être et déconnexion. Ça, c'est une autre étape. En tout cas, ces derniers temps, on a été bien dedans, parce qu'on va surtout aborder le télétravail, mais aussi la notion de sédentarité face à l'écran. Tout à fait. Parce que, voilà, c'est le problème du télétravail. Comme dit Catherine, c'est le fait d'être sédentaire face à son écran. L'animal que nous sommes, il a survécu parce qu'il est capable de regarder loin, d'écouter loin, de bouger, de se tordre, de regarder derrière, d'avoir de la mobilité, d'être justement agile en fait. On vient de là. À partir du moment où vous mettez n'importe quel collaborateur sur une chaise fixe comme celle-là, c'est pour ça que sur le stand on a des ballons, que la personne regarde son écran et ne regarde plus au loin, ça crée un stress postural majeur, un stress vestibulaire majeur, qui fait que le cortex n'est plus en capacité de travailler pleinement et qui fait que le soir, on a vachement envie de bière et pas de brocoli. Parce qu'on est saturé complètement nerveusement. On n'est pas fait pour rester devant un écran pendant des heures. Et on le fait tous de plus en plus. Donc c'est le stress du télétravail, c'est le stress des écrans. Qu'est-ce que vous avez à disposition pour vous désaturer en 30 secondes? On fait comment? On fait comment à la pause pour faire le truc qui nous permet de retrouver un système vestibulaire qui fonctionne? On fait comment? Vous méditez, vous n'avez plus accès au corps. Vous respirez, même ça ne marche plus. On fait comment? J'ai pas entendu. On fait la fête. C'est ça que vous... Incliné? J'y entends pas, en fait. Non, on n'entend pas ce que vous dites.
Ah oui, alors, ouvrir la fenêtre. on ouvre la fenêtre. Effectivement, on récupère un peu d'oxygène, mais c'est intéressant, c'est que quand le corps est trop stressé et spasmé, ça aide un petit peu, mais la déconnexion, elle se fait pas complètement. La question, c'est pas juste le petit truc en plus, c'est comment est-ce que je débranche le truc pour récupérer. Eh bien, il y a des mouvements intentionnels particuliers, il y a une boucle d'apprentissage à relancer qui permet au système nerveux de repartir. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans ces formations sur le stress des écrans et le stress digital. En termes de... Ah oui, du coup, je reviendrai après là-dessus. En fait, la formation, c'est 1 heure de visio. Il y a une formation sur une demi-journée. Et derrière, on prend le groupe 1 mois après et on lui a laissé la plateforme de reconnexion pendant 3 semaines. Comme ça, il a pratiqué. C'est des formations qui sont faites par des psychomotriciens, donc ils sont formés à cela et qui, dès le soir même, permet à la personne de reprendre la main face à son écran. Et ça a une utilité parce que les accords d'entreprise, qu'est-ce qu'ils envisagent, eux, en fait ? Ils couvrent surtout les sources qui sont liées au matériel, au confort, à la connexion, voire même à l'animation, à la reprise de fil sur l'animation des interactions sociales, le management aussi, les étapes de management à distance. Mais ils ne vont certainement pas pouvoir couvrir tout ce qui va être le sentiment de saturation digitale, puisque de toute façon, encore une fois, on parle bien sûr de télétravail, mais de mode de travail à distance de plus en plus. On a besoin d'interaction, on est face à son écran. On a besoin de coupures, on s'enchaîne 5 ou 6 zooms dans la journée. On est assis, on est bien assis, mais on est assis et de toute façon, la station assise va nous saturer. Tout est réuni pour que l'animal, il monte dans les tours. Et le soir, certains vont prendre leur basket, aller courir, d'autres vont boire des coups, ou prendre du poids, ou en perdre. Il y a 2 articles sur Le Monde, hier et aujourd'hui, qui parlent très bien de cela. En fait, beaucoup de personnes ont été en souffrance psychologique, le fait d'être seul chez soi, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elles ont été en souffrance aussi parce que l'animal que nous sommes n'est pas fait pour être sur des écrans en permanence. Il y a une éducation à la santé à faire à ce niveau-là. Ouais. Il faut vérifier que la personne est bien installée, mais il faut vérifier qu'elle est en capacité de supporter le stress qu'on lui impose, mais personne ne parle de ce stress-là. Et alors, tu peux revenir en avant, justement. Le bon stress de la personne, en fait, il y a encore du sens. Il y a encore un bénéfice à gérer le pro et le perso. Ça, c'est quand tout va bien. Je suis enthousiaste. J'arrive encore à faire attention à moi. Ça, c'est quand je suis au bon endroit. Mais quand je ne suis pas au bon endroit, il y a beaucoup de personnes qui s'abandonnent et qui arrivent de moins en moins à utiliser leurs ressources. Sans compter ceux qui sont habillés en cravate et maquillés jusqu'en haut et qui sont en chaussettes et en mule. En dessous, il y a une pub par rapport à ça où en fait, j'organise juste ce que je veux montrer. Mais globalement, je ne fais plus attention à moi. Ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut désaturer les gens nerveusement le plus possible. Surtout, je vais juste faire une petite aparté, c'est que même aujourd'hui, on va se retrouver dans les entreprises face à des collaborateurs qui vont avoir choisi quand même ce mode de travail. Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même les préparer. Eux, ils en ont fait plutôt une opportunité puisqu'ils trouvent du sens dans leur travail, dans leur vie, un bénéfice perso et pro. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même cette saturation. Alors par rapport à ça, l'article du Monde explique que 98% des personnes sondées ont trouvé que le télétravail était une superbe opportunité. Mais oui. Ouais. Tout le monde est content de pouvoir ne pas avoir à se taper le trajet pour aller au boulot. Et je vois tout le monde qui fait ça, donc ça concerne tout le monde. Le problème, c'est est-ce que je suis au bon endroit pour organiser ma vie quand je suis chez moi ? Est-ce que j'arrive à couper entre le boulot et les tâches ménagères que je peux faire entre les deux ? Comment je vis ? Et en plus, quand je suis chez moi, ce que dit l'article aussi, c'est que les gens sont bien chez eux, ils n'ont pas le trajet, mais du coup, chez eux, ils bossent plus ou ils bossent moins ? Plus. Ils bossent plus. Et les horaires de travail sont fixes ou au contraire sont complètement désorganisés ? On rentre du travail asynchrone. On bosse plus et on bosse à plusieurs moments de la journée, voire beaucoup plus tard. Oui, le système nerveux est au taquet. Tu bosses plus et c'est mail, téléphone, visio. Tout est connecté tout est centralisé sur un espace qui est celui du téléphone. Et ce que dit l'article, c'est qu'en plus, l'employeur a tendance du coup à envoyer les mails beaucoup plus largement parce que les gens sont chez eux et peuvent les recevoir. Très sollicités, Donc, au-delà du fait que l'employeur doit encadrer ses pratiques, vous avez besoin en tant qu'employeur de former encore mieux vos équipes à savoir reconnaître quand elles saturent ou pas, à faire la différence entre le bon stress et le mauvais stress et rester dans la zone la plus positive possible. Pourquoi ?
Parce que quand on est stressé, quand le corps est en surchauffe, quand le corps est désorienté, désaligné, décoordonné, que le corps est au taquet, la tête est déconnectée, elle n'a plus la main sur le corps. Donc, quand je vais me coucher, je me repose, mais je ne récupère pas. Le repos n'est pas la récupération. C'est propre au fait que le stress habite le corps et empêche le système nerveux de redescendre. On en arrive à la sortie et on laisse Guy dans 2 minutes. Alors, on a vu la formation, c'est bon, Harmonie. Maintenant, l'offboarding. L'offboarding, alors ça, c'est vrai que certaines entreprises y font très attention. C'est un moment où on cristallise des tensions importantes. L'idée, c'est quand même de se dire que l'entreprise va être quand même souvent attentive quand même à son image de marque, à tout ce qui va être lié à son plan QVT, voire même à sa politique RSE. Donc, c'est important pour elle d'avoir un moment aussi réussi et ne pas lâcher un collaborateur qui est cuit, comme on dit chez nous. Et donc, elle va prendre les mesures pour justement le mettre dans une capacité à ce qu'il retrouve un moyen de se projeter et de pouvoir voir l'avenir. Voilà. Alors, justement, les sources de stress, c'est pour le collaborateur, c'est la peur de l'échec et de l'avenir, c'est la perte de confiance en soi, c'est la difficulté à traverser cette étape. Ce que me disait Catherine, c'est qu'il y avait des collaborateurs qui n'en parlaient même pas à leur famille, qui sortaient de l'entreprise. On vérifiait si effectivement il était en capacité d'en parler, de l'exprimer. Oui. Et on a mis en dernier, la vraie source de stress qu'on retrouve à ces moments-là, c'est qu'il y a des métiers où les gens sont tellement investis qu'ils se sentent épuisés et ils se disent mais comment je vais pouvoir rebondir après ? Et donc on va avoir la personne qui active le bon stress, qui peut en tout cas l'activer, elle se projette, et celle qui n'active pas le bon stress parce qu'elle ne peut pas le faire, parce qu'elle est trop épuisée, elle devient agressive, elle est fatiguée, elle peut être dépressive, ou surtout elle peut même se retourner contre l'entreprise parce que justement, elle n'arrive pas à voir plus loin. On peut traiter ça. Donc nous, on a de plus en plus de personnes qui viennent vers nous pour travailler, pour être aidées pour leur sortie. Sortie dans de bonnes conditions, en remettant le stress à zéro et en leur permettant de se reprojeter dans ce qu'elles ont à faire pour elles. Donc voilà, là c'est les choses classiques. Donc c'est beaucoup de diagnostics et beaucoup de stages. Donc là on est sur un travail individualisé. On va faire intervenir Guy, juste avant que Guy nous explique sa connaissance du sujet. Le stand est en face. Si vous voulez avoir le replay, vous allez juste en face et on scanne. Comme ça, vous pourrez en fait avoir accès au replay. Et puis, s'il y a beaucoup de discussions et que vous ne pouvez pas discuter avec nous, vous pouvez prendre rendez-vous. Nous sommes sur le salon jusqu'à demain soir. Merci Guy. Et c'est Catherine qui va interviewer Guy en tant que DRH. Oui, je vais préparer 2 questions. Viens nous rejoindre. Essayez de ne pas me prendre les pieds dans le tapis. Je récupère Bonjour ça. à tous. Donc, je vais sagement attendre les questions. Non, les questions, elles tournent déjà sur, j'allais dire, ton expérience avec ActiStress ou Upform à l'époque. Alors, quels ont été ces points forts ? Alors, j'ai un retour d'expérience qui est tridimensionnel. La première dimension, elle est individuelle et tu as commencé à aborder le cas. Donc, un cadre supérieur ayant un poste à grande valeur ajoutée qui se retrouve en situation de pré-burnout. Je l'ai eu dans mon bureau et le constat était clair, il était cassé et on était à la limite du burn-out total. Donc, on a fait appel à Lionel et en quelques semaines, tu nous l'as réparé. Et les bénéfices long terme ont été exceptionnels. C'est-à-dire que le collaborateur a gagné en performance, a gagné en confiance en lui. Il parle encore de toi aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui un de mes amis proches. Il me contacte encore, hein, il court comme un lapin. Et c'est quelqu'un qui avait déjà un passé sportif avant de connaître Lionel, mais qui est monté d'un cran. Et le passage entre tes mains, l'a réparé et l'a réparé sur le long terme. Donc on n'est pas sur une solution qui fixe un problème à court terme, mais qui stabilise un cadre, le transforme en sportif de haut niveau et le stabilise sur le long terme. Donc ça, c'est la première expérience et mon premier retour d'expérience. Le deuxième, il est collectif. Suite à ce travail qu'on avait fait sur ce cas individuel avec Lionel, on a fait le choix avec mon PDG d'avoir une approche entreprise, en commençant par le comité de direction,
qu'on a formés, sensibilisés à ta méthode et à qui on a fait prendre conscience de l'importance de la gestion du stress dans l'entreprise et prendre conscience du rôle que pouvait avoir un comité de direction quant à contaminer positivement l'entreprise, quant à cette gestion intelligente du stress des collaborateurs. Ce que j'ai aimé, moi, c'est que tu es arrivé avec des convictions, une approche, une philosophie, des outils, une méthode, ce qui forcément crée de la crédibilité. Le diagnostic qui a été fait nous a permis de nous appuyer sur des données. Puisqu'ensuite, une fois que le comité de direction était à bord, et il l'a été, je pense, rapidement, parce qu'il faut quand même au départ, je parlerai des prérequis, pour mettre en place ce type d'approche, il faut 2 ou 3 personnes au sein du comité de direction qui soient convaincus, qui soient des early adopters, comme on dit. Sinon, ça ne marchera pas. Mais quand on a ensuite étendu la méthode au top 100, avec un vrai diagnostic collectif qui nous a permis de faire un état des lieux de l'entreprise et de son top 100 en matière de stress collectif, là, vous rentrez dans quelque chose d'impactant parce que vous mettez en place une approche, un plan d'action, des solutions, et vous mobilisez toutes les énergies. Si vous avez 100 cadres supérieurs qui sont patrons d'usine, directeurs régionaux, directeurs commerciaux, qui ont compris l'approche, qui se l'approprient, qui l'utilisent et qui l'évangélisent, forcément ça marche. La troisième dimension, elle est personnelle. Je me souviens, celle-là, en fait, comme si c'était hier, d'une phrase que tu m'as dit, que tu as prononcée. Tu m'as dit, Guy, ouais, ça va, tu es en forme, mais si tu ne fais pas attention, à 50 balais, tu vas te prendre un gros coup dans la figure. Et je pense que c'était un peu plus... J'ai 51 ans. Et tout ce que j'ai mis en place depuis ma rencontre avec Lionel me permet aujourd'hui de ne pas avoir vécu ce coup qu'on peut prendre à 50 ans. Pourquoi ? Parce que je mange mieux, je dors mieux, je fais du sport, j'ai fait un marathon depuis et je continue à courir tous les jours. Je ne sais pas si je n'avais pas rencontré Lionel, j'aurais fait ce chemin. L'histoire ne le dira jamais. Mais en tout cas, ça a été pour moi le point de départ d'une remise en cause totale sur ma manière de faire, ma manière effectivement de ne pas forcément regarder derrière, mais toujours regarder devant, d'être plutôt dans la confrontation que l'évitement, parce que ça ne marche pas en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'aime toujours dans la méthode, c'est la capacité que la méthode peut avoir à vulgariser des concepts complexes, à faire comprendre que l'être humain est un mélange d'émotions, de psychologie, de biologie, de physiologie, comme tu l'as très bien dit. Et une fois qu'on comprend ça de manière très vulgarisée, on est capable, de manière individuelle, collective, entrepreneuriale, de mettre en place des solutions qui marchent. Voilà, c'était mon humble témoignage et la réponse à la première question. Alors sur la deuxième, c'est qu'est-ce que t'inspire justement en tant que DRH, cette approche d'activation du stress? Elle m'inspire plusieurs choses et en fait, ça résonne par rapport à ma réalité. Moi, je suis patron de la transformation et du changement dans une entreprise internationale. Donc le changement induit du stress. Et l'entreprise est souvent le paradis des injonctions paradoxales. Plus de flexibilité, faire plus avec moins, plus de productivité, plus d'adaptabilité, plus de résilience, moins de stress, plus de bien-être. Mais c'est aussi le royaume de l'incantation. Et le vrai enjeu pour le DRH ou les DRH, c'est de mettre en face d'un constat qu'on a tous, il est le même, il est partagé. Tu parlais tout à l'heure des effets de la pandémie, le télétravail. En fait, aujourd'hui, on est passé du home office au office at home. Et on est passé de métro, boulot, dodo à I'm sleeping in my office. Et ça change les paradigmes, mais ça change aussi les solutions que doivent mettre en place les DRH, qu'ils soient sur des thématiques, enfin sur des territoires nationaux ou internationaux. Donc ce que ça m'inspire, c'est que l'approche ActiStress permet de mettre en place un diagnostic, une approche, une philosophie qui fait du sens et qui pour moi apporte une réponse concrète
à des questions que toutes les entreprises se posent, à des questions que se posent tous les DRH, et qui sont des solutions qui sont simples à comprendre, faciles à mettre en œuvre et qui marchent rapidement. Et pour moi, ça fait aussi sens, et c'est une bonne addition, si on est sur un territoire français, à ce que vous allez mettre en place sur les risques psychosociaux au sens large, qui est parfois un sujet qui crée des tensions avec nos amis les syndicats. Mais en ayant cette approche-là, ces outils-là, logiquement, vous pouvez avoir un dialogue assez sain avec nos partenaires sociaux parce que vous apportez, encore une fois, une solution concrète. Et pour terminer, pour moi, l'approche vertueuse, elle est préventive avant d'être curative et curative avant d'être palliative. Et effectivement, pour moi, les DRH éclairés sont ceux qui sont focalisés sur le préventif et qui passent 70% de leur temps sur le préventif, 20% sur le curatif et 10% sur le palliatif, qui est quand il n'y a plus de solution, malheureusement. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et quand vous regardez la réalité des entreprises aujourd'hui, elle n'est pas forcément sur les 70, 20, 20. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci beaucoup, Guy. Voilà, je pense qu'il est l'heure. J'espère que vous avez passé une bonne conférence. Donc on se retrouve en face. Norbert, c'est l'heure, on a encore une minute ou pas ?